On a entendu la main, on a entendu le cœur. Peut-être qu'il faut aussi parler de la loi, non? Est-ce qu'on peut en parler, Jean-Marc Bourgeois, puisque vous êtes vice-président de la Maison des artistes et que cette question vous préoccupe? C'est vrai que le régime des artistes-auteurs, je crois que c'est bon de faire un rappel de ce qu'est ce régime. C'est un régime déclaratif, donc au premier euro perçu. C'est un régime citoyen. Il est obligatoire, mais déclaratif. Donc là, il y a quand même toute une dimension de citoyenneté, puisque c'est vraiment quand un artiste-auteur commence à vendre qu'il doit faire la démarche de s'identifier en sécurité sociale et de s'identifier au niveau fiscal. Le fait de l'intégration tout à fait logique, et qu'on attendait tous, des artisans d'art dans ce régime, fait que ça va renforcer ce régime dans le sens du nombre. Aujourd'hui, il y a 52 000, un peu plus de 52 000 artistes-auteurs dans le régime au niveau de la Maison des artistes, donc art graphique, art plastique. Les artisans d'art sont à peu près 45 000, on va dire. Donc vous voyez, déjà, ça va amplifier le régime à ce niveau-là. Et qu'est-ce que ça va changer pour les artisans d'art? Alors ça va quand même changer beaucoup de choses. Un taux de cotisation sociale et de contribution qui est quand même peu élevé, qui est de 15 et quelques %. Il va y avoir ce droit que l'on a depuis le mois de juillet à la formation professionnelle auquel les artisans d'art, en intégrant ce régime, vont avoir droit, et tous les avantages qu'a ce régime, au niveau de la taxe d'habitation, au niveau de l'ancienne taxe professionnelle, enfin la CET aujourd'hui, où il y a quand même des exonérations. Et donc tout ça va faire quand même des nouveautés pour eux. Donc les artistes ont-ils à se réjouir de ce rapprochement? Ils ne perdent pas de leur avantage en voyant les leurs partagés par d'autres? Au niveau des artistes-auteurs, on a complètement à se réjouir de ce rapprochement, parce que d'abord on s'estime, je pense, les uns et les autres, avant tout, tous des artistes-auteurs, créateurs, concepteurs de notre œuvre. Et en cela, on trouve ça tout à fait normal, cette intégration. Maintenant, effectivement, il ne faudrait pas que l'intégration dans le régime fasse que, par rapport aux avantages que je viens de citer, l'État finisse par se dire à un moment ou à un autre, peut-être pas tout de suite, hein, mais un peu plus tard, se dire « Oh là là, ça fait beaucoup de monde quand même ». C'est pour ça que c'est très important qu'aujourd'hui, les artisans d'art rejoignent ce régime, parce que c'est notre identité d'artiste, ce régime. On a que ça. Si je comprends bien, un ébéniste, un peintre, un auteur, un écrivain fera partie du même registre. Tout à fait. Régime. Tout à fait. Sauf que vous en émettez des craintes. Vous vous dites... Non, c'est qu'il faut rester vigilant, comme toujours. Il faut rester vigilant. Ce n'est pas des craintes à un point. Parce que quand même, il y a des choses qui sont inscrites. Mais il faut rester vigilant, parce qu'on sait très bien que tout ce qui est inscrit, et même, comme on nous a dit il n'y a pas si longtemps, dans le marbre de la loi, on sait très bien que ça peut changer. On sait très bien que le marbre, ça peut s'effriter. Et qu'un jour ou l'autre, il peut y avoir une remise en question de certaines choses. Mais quand on est nombreux et qu'on peut être vigilant en étant encore plus nombreux, on a des chances de pouvoir faire barrage, c'est tout. Antoine Le Perlier, un écrivain, un musicien, un ébéniste, un verrier, c'est la même chose? Non, je ne crois pas. Mais peut-être il faut faire une différence entre les métiers et les professions. Moi, je pense qu'on est tous des créateurs. Dire que... Ça fait encore plus de monde. Hein. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on est tous artistes. Oh là là, oui. Parce qu'un artiste se définit à un moment donné dans une période et dans une société donnée. C'est-à-dire que était artiste il y a 100 ans, beaucoup de gens qui ne le sont plus ou qui ne le seraient pas aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a des différences, disons, d'appréciation sociale, économique, culturelle, symbolique, qui font qu'à un moment donné, le statut d'artiste se modifie. Là, c'est le cas. On accède à une évolution, mais c'était déjà en germe depuis très longtemps, puisque ces questions ont été posées par les métiers d'art il y a au moins 30 ans, puisque cette question se posait il y a 30 ans en tout cas. Donc ça veut dire que finalement la loi prend en compte des questions qui ont été posées il y a bien longtemps, même avant-guerre. Bon. Donc finalement les métiers d'art, pour une part, se sont émancipés. C'est pas pour ça que les ébénistes se sont émancipés. Ce que je veux dire, c'est que dans le champ de l'art, il y a des sous-champs. Je ne vais pas faire la sociologie, mais pour essayer de comprendre. Et il y a des effrangements entre les champs. C'est-à-dire que finalement, les métiers d'art, c'était un sous-champ de l'art,
qui a accédé à une forme d'autonomie. Et pour une part, certains sont rentrés dans des critères qu'on peut reconnaître artistiques, comme étant artistiques. Donc cette partie-là va rentrer dans le domaine de l'art, globalement, mais va se refermer sur certains. Ça ne va pas leur faire plaisir, mais il faut poser la question, jusqu'à quelle limite on reconnaît, c'est bien la question, oui. Oui, le statut de l'artiste. On peut se réjouir quand même de cela, non? Ce rapprochement. Ah ben oui, non. Que le statut social, économique, fiscal change, ça ne veut pas dire pour ça qu'il a changé au niveau de la société. Les gens perçoivent les choses qui ne sont pas perçues de la même façon par des entités institutionnelles, voire académiques, sous lesquelles on est, finalement, on a un régime actuellement académique qui divise les gens qui font et ceux qui ne font pas. On est de l'ordre des matériaux et du savoir-faire d'un côté, la question des métiers d'art, et la question du concept. Bon, ce sont deux choses qui sont posées séparément. Ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, au niveau institutionnel, on a fait la fusion. On veut bien reconnaître actuellement, au niveau institutionnel, par cette fusion-là entre Atelier d'Art de France et Maison des Artistes, le fait que quelqu'un qui fait et qui a un travail sur un matériau n'est pas seulement un artisan. Il peut être un artiste. C'est valable aussi pour les artistes qui travaillent des matériaux et qui ont des savoir-faire. Donc cette fusion est logique. Mais seulement ce qui se passe... Sauf qu'un artiste, on ne dira pas qu'il est artisan. Il y a un deuxième combat à mener maintenant, c'est de faire rentrer, disons, dans la perception sociologique. Bon, le public, c'est pratiquement fait, les gens ne font pas la différence. Mais la perception institutionnelle et culturelle en France, qui est menée par un ensemble d'administrateurs, d'inspecteurs, de fonctionnaires de la création, qui décident de ce qui en est la création. Tom Charbit, vous avez une vision plutôt complémentaire, avec un regard au départ sociologique, une vision, j'allais dire, plus charnelle. Vous aviez fini le débat au Salon Révélation en laissant planer une note d'espoir, en nous montrant que plus que ces questions de statut ou de droit, c'était aussi une façon de vivre, que d'être quoi? Artiste, artisan. Oui. Et si on inventait un mot, il faudrait qu'on bosse là-dessus. Il faudrait inventer un mot. Oui, effectivement, parce que je suis évidemment totalement d'accord avec ce que vient de dire Antoine. Ces questions, il faut l'aborder d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire que la définition sociale d'un artiste, elle évolue dans le temps, bien sûr, elle fait l'objet de luttes, elle est adossée, c'est mieux, merci, elle est adossée à une histoire. Elle se stabilise, elle s'objective dans des règlements, des lois, des choses comme ça. Donc la question, évidemment, du régime fiscal, social est quelque chose qui est déterminant aujourd'hui. Je pense qu'on peut d'ailleurs, sur cette question-là, se féliciter qu'une des pistes qui est aujourd'hui avancée, c'est celle de l'harmonisation du code de la propriété intellectuelle, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, pour que quand on ouvre un livre ou quand on ouvre un autre, on ne tombe pas sur deux définitions différentes. Et je pense que ça, c'est évidemment quelque chose dont on peut se féliciter aujourd'hui. Alors oui, mon propos, c'est pas nécessairement de s'interroger sur pourquoi on en est là aujourd'hui et comment on en est là aujourd'hui, mais peut-être sur quoi pour demain, au fond. Donc je voudrais vraiment parler en tant que, incarné de façon charnelle, comme vous le disiez Alain, en tant que céramiste, en tant qu'artisan d'art ou en tant qu'artiste, au sens où, bien sûr que moi, dans ma propre création, je me sens artiste. C'est-à-dire que la part, j'ai des savoir-faire, j'ai de la technicité, j'ai un rapport aux matériaux particulier, mais la part de la création est extrêmement importante pour moi. On peut se penser par nous-mêmes. Je pense que la réflexivité, dans notre travail à tous, qu'on soit artisan ou artisan d'art, elle est constitutive de notre métier. C'est-à-dire qu'à la différence de tas de professions, on se pense jour après jour. C'est dans l'exercice pratique du métier qu'on pense notre identité, qu'on mesure ce qui nous rapproche des autres ou ce qui nous sépare des autres. Et que cette réflexivité-là, c'est peut-être le fait qu'on travaille seul, qu'on est confronté en permanence à des obstacles, qui fait qu'on a ces capacités. Donc je pense que c'est effectivement très légitime de donner la parole aux artistes et aux artisans d'art. Et je pense qu'il est évidemment infiniment légitime que la question de la définition des critères, la question de l'identité, elle soit débattue par nous,
avant d'être confié à des spécialistes et surtout avant d'être confié, et là je te rejoins complètement, à des fonctionnaires dans des bureaux ou des gens qui ont une approche purement technicienne ou juridique mais qui sont très loin de la réalité des métiers. Donc on a cette chance-là et il faut en profiter. Ce que j'entends, c'est d'un côté, il y aurait quelque chose qui est comme une réflexion ontologique dans la solitude, moi sur moi-même, je suis mon premier interlocuteur, et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on ferait de cette solitude, de cette dimension ontologique d'une activité par rapport à la société? C'est quand même un peu, est-ce qu'on rejoint pas des sphères mais justement, sinon spirituelles, du moins un peu plus élevées que celles de l'objet ou du droit avec lequel on a commencé? Oui, c'est ça, absolument. C'est-à-dire que cette dimension-là conceptuelle, elle est importante, mais elle est assez ennuyeuse, je dois dire. Je pense que moi, ce qui est important, c'est donc cette image qu'on véhicule. Je le redis en 2 mots, mais c'est peut-être pour aller plus loin, parce que j'avais vraiment abordé ça brièvement. Mais d'une part, effectivement, on ne crée pas des objets, on crée des choses, c'est-à-dire des choses qui existent pour leur singularité, leur personnalité, leur histoire. Ça pose la question de la sincérité. Je pense que ça, c'est quelque chose qui ressortait bien de l'acte 1. C'est-à-dire ce qui finalement permet de juger et d'apprécier la qualité d'une œuvre, c'est la sincérité. Que disait Antoine, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la définition, elle n'est pas détenue par des fonctionnaires d'un ministère uniquement, ni même par les critiques d'art uniquement, ni même par les galeristes uniquement, ni même par les auteurs, artistes-auteurs uniquement, ni même par le public, ni même par le marché uniquement. C'est-à-dire que personne ne détient de façon univoque la définition de ce que c'est. Cette définition, elle fait l'objet de luttes en permanence et de discussions. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on se réunit pour réfléchir à ça. Donc il n'y a pas de réponse univoque. Je suis bien placé pour le savoir en tant que sociologue. Il n'y a pas de vérité universelle et durable. Ces questions sont débattues. La définition de ce que c'est qu'une œuvre d'art il y a 50 ans n'était pas la même qu'il y a 100 ans. Elle n'est pas la même qu'aujourd'hui. Elle n'est pas la même que dans 10 ans.